Du coup, effectivement, je suis bénévole pour la Fédération française de jeux de rôle, donc pour ce festival. Donc, c'est une fédération qui propose des parties de jeux de rôle dans l'espace Dôme du Tonnerre. Pour ma part, je suis aussi l'auteur d'un jeu de rôle transmédia de science-fiction, dont je vous ai mis un screen à droite. Ce sont des parties de jeux de rôle qui vous font incarner ce que vous pourriez être dans le futur, avec tout un panel de pouvoirs, de potentialités. Vous pouvez expérimenter sur diverses parties sur lesquelles vous pouvez vous inscrire dans ce festival. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces différentes opportunités de parties de jeux de rôle. Il y aura aussi plein d'autres auteurs et pas mal de conférences sur la gamification et la ludification. Moi, pour ma part, donc dans la vie, je conçois des jeux dédiés à la formation, principalement neuroergonomique. Donc, c'est un mot qu'on utilise pour parler de confort cognitif, pour faciliter l'apprentissage. Et donc, je peux transformer des formations en jeux de manière à expérimenter diverses aires du cerveau dont je vais un petit peu vous parler, de manière à retenir les informations de manière plus durable et en utilisant, enfin, en faisant très peu d'efforts. Donc là, vous pouvez passer à la slide numéro 2. Alors, je vais vous parler un petit peu du marché des œufs éducatifs, puisque depuis une dizaine d'années, il est en pleine explosion, et on va comprendre pourquoi. Déjà parce que on prend énormément de plaisir à apprendre par le jeu, c'est quelque chose qu'on a en nous depuis petit. Donc je vais expliquer un petit peu de quelle manière le cerveau est friand des jeux. Puis les effets qu'on a sur toute cette partie du cerveau grâce à la dopamine et notamment ce qui se passe entre les différentes parties communicantes du cerveau. Et après, parler un petit peu justement des bénéfices qu'on peut tirer de ce type d'apprentissage, puis quelques exemples de formations gamifiées, son rapport dans la société, son évolution, et quelques exemples et témoignages si on a un petit peu de temps avec une vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions hein, dans le chat si vous voulez en parallèle, et puis je répondrai au fur et à mesure. Du coup, donc je disais que le marché. Oups, je défile moi-même les trucs. Alors, le marché. Donc là, vous pouvez passer à la slide suivante, donc à la diapositive numéro 3. Le marché des jeux éducatifs, donc je disais qu'il était en plein boom. Il faut compter à peu près 1,5 milliard d'euros, donc 7 fois plus qu'en 2010. Donc il a vraiment une croissance de presque 50%. Sachant qu'il y a eu 16% de croissance en 2019 avec un chiffre d'affaires estimé à 5 milliards, un peu plus de 5 milliards d'euros. Donc c'est pas négligeable, hein. Vraiment, le jeu éducatif, il est de plus en plus utilisé dans le monde de la formation. Et sachant que plus de la moitié des Français jouent chaque semaine. Donc naturellement, on est plus ou moins des gamers. Après, ça dépend quel type de jeu. Mais disons que c'est une faculté naturelle et c'est pour ça qu'elle est utilisée dans le monde de l'apprentissage aujourd'hui. Euh, le cerveau, je disais qu'il était friand du jeu, c'est-à-dire que on est... Attendez, parce que j'ai un problème de défilement de diaporama. Hop. Là, je suis sur la slide pour que vous suiviez en même temps que moi, diapositive numéro 4. Donc le titre, c'est Notre cerveau est friand des jeux. Alors là, je vous ai fait un petit schéma sur les différentes aires du cerveau parce que c'est pas évident un petit peu de comprendre quelle partie du cerveau est sollicitée selon le type de jeu auquel on joue, parce qu'il faut savoir que selon le jeu, enfin selon l'effort en fait cognitif que vous allez faire, vous n'allez pas solliciter la même partie du cerveau. Il y a des aires qui sont plus portées sur les sentiments, les aires qui sont plus motrices, analyse, d'autres qui sont plutôt les différents sens, donc le toucher, le goût, etc. Et puis à l'arrière du cerveau, vous avez l'aire visuelle. Ce qui fait que toute la partie limbique, plutôt la mémoire, la logique, donc vous allez stimuler vos capacités cognitives pour l'organisation, la prise de décision. Donc c'est des parties que vous pouvez entraîner là-dessus. Il y a des jeux qui sont tout à fait adaptés, qui sollicitent ce type de parties. Vous avez aussi le cervelet, donc là ça va plutôt les jeux de réflexe, donc ce qui est rapidité pour la vitesse de réflexion et la réactivité. Puis ensuite, la partie cortex préfrontal et pariétal, ça va être plus concentration. Donc là, on est sur la focalisation qui vont aider à être moins distrait. Donc si par exemple de nature, vous vous distrayez facilement, c'est cette partie-là que vous pouvez entraîner. Comme ça, vous serez plus productif plus longtemps sur une même tâche. Ensuite, cortex prémoteur et pariétal. Donc là, on va être sur du jeu multitâche. Donc, switcher rapidement d'une activité à l'autre. Si vous vous rendez compte que vous avez un peu de mal à faire ça, il y a des jeux qui vous permettent également de travailler ces parties-là. Donc, ça va être coordination, motricité spatiale, donc tout ce qui est mains, yeux, orientation dans l'espace.
Et puis ensuite, cortex préfrontal, donc là, ça va être les jeux de groupe. Là, on est vraiment dans l'intelligence collective, l'empathie, les facultés sociales, émotionnelles. Donc là, si on résume, on a 1, 2, 3, 4, 5 parties qui peuvent être travaillées de manière indépendante, selon vos différents besoins et bien évidemment, selon les profils d'apprenants que vous avez en face de vous. Ça, on va en parler tout à l'heure, des profils d'apprenants. On peut passer à la slide suivante, donc la slide numéro 5. Alors, il y a 6 avantages à faire de la neuroergonomie, donc à jouer à des jeux ou à apprendre par le jeu. Pourquoi? Parce que ça favorise le plaisir. Donc le plaisir, c'est de la dopamine, hein, c'est une substance qui est produite dans le cerveau et qui vous permet, quand elle est sollicitée, d'apprendre plus facilement, parce que vous allez avoir plus de plaisir, plus d'intérêt en fait, et vous allez être plus confortable en termes cognitifs, d'apprendre différentes choses et de développer vos capacités, vos soft skills, hein, on dit. Donc ça va être vos talents et aptitudes naturelles que vous avez dans votre potentiel. Et puis, vous avez aussi le deuxième avantage, c'est que ce type de mode d'apprentissage permet d'acquérir de manière plus ancrée des compétences et des connaissances grâce à l'expérience. Pourquoi? Parce que quand on joue à un jeu, on va faire soi-même son expérience plutôt que lorsqu'on écoute quelqu'un qui fait une conférence, comme je suis en train de faire par exemple. Vous allez plus facilement retenir ce que je suis en train de vous dire si vous l'expérimentez par vous-même à travers des travaux pratiques, etc. Ensuite, le jeu permet également de favoriser l'intelligence collective, donc créer du lien social. Ça, c'est le principal moteur de plaisir pour les gens qui aiment les jeux de société, qui aiment les jeux en réseau. Ils aiment créer ce lien social et ça permet également une organisation augmentée. Donc, il y a des jeux, notamment des jeux de FPS, où on est obligé d'être bien tactique, bien organisé entre les différents joueurs pour pouvoir gagner la partie. Puis, bien sûr, la motivation, hein, parce que quand vous jouez par exemple à Magic, vous jouez aussi pour gagner, hein, pour battre l'adversaire. Donc, il y a une attractivité, il y a un grand levier de motivation qui va être sollicité lorsque vous vous engagez dans une partie où vous êtes là pour gagner. Et puis ensuite, les jeux sont aussi utilisés pour des thérapies, que ce soit diverses maladies, de l'autisme. Moi, par exemple, je suis TDAH, donc j'ai un trouble du déficit d'attention, et les jeux m'ont énormément aidé à faciliter la concentration. Vous avez bien évidemment une conférence qui va être faite, je crois qu'elle est dimanche, spécialement sur les jeux et les troubles de l'attention, donc n'hésitez pas à regarder le programme. Les jeux permettent aussi, dans certains centres, certains EHPAD, de lutter contre l'Alzheimer, la perte de mémoire, etc. Donc ça a de grandes capacités, enfin de grandes potentialités. Et puis enfin, pour lutter contre différentes inégalités sociales, vous avez le facteur inclusif et facteur de mixité qui permet de modifier la vision des choses, donc paradigme. Lorsqu'on joue à un jeu, on va s'immerger plus facilement dans l'univers que si quelqu'un vient de but en blanc vous expliquer que la vie, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un jeu, vous êtes OK. C'est-à-dire que vous êtes OK avec les règles du jeu, vous avez un espèce de contrat moral comme quoi vous allez respecter les règles. Et donc, vous allez plus facilement pouvoir interagir avec des gens qui sont différents de vous, puisque vous êtes tous sur le même seuil d'égalité grâce à ce paradigme que vous offre le jeu, les règles du jeu. Je vous propose de passer à la slide suivante, donc la diapositive numéro 6. L'apprentissage ludique façonne les talents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on arrive quand on joue à un jeu, on va créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on va essayer de gagner le jeu, on va développer des stratégies avec les joueurs, on va créer du lien social, donc on va faire tout ça. Donc on va permettre de mieux se connaître soi-même, connaître ses qualités, son potentiel, ses soft skills. Donc on va mieux se positionner finalement sur une expertise, surtout s'il s'agit d'un jeu de formation. Donc, il y a une forme d'amélioration continue de vos connaissances et aussi de vos capacités d'apprentissage. Car comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous allez jouer à des jeux, pas n'importe quel jeu, hein, les jeux qui vont vraiment solliciter les parties qui peuvent vous servir, par exemple, dans votre travail de tous les jours, plus vous allez aiguiser en fait votre expertise et votre capacité d'innovation. Par exemple, si vous jouez à des jeux créatifs, vous faites beaucoup de brainstorming, bah là, vous avez la capacité créative, l'imagination qui peut se développer, comme par exemple quand vous jouez à Dixit ou des choses comme ça. Puis, il y a aussi une espèce de quête du sens, puisque lorsque vous vous connaissez mieux vous-même, vos différentes capacités, votre potentiel, bah, naturellement, vous allez vous dire, ah bah je me suis aperçu que j'étais bon là-dedans, pourquoi est-ce que je partirais pas plutôt dans ce type de boulot, dans ce type d'expertise. Donc vous allez potentiellement, hein, vous allez être en phase avec ce que vous souhaitez être et ce que vous souhaitez faire, et surtout pourquoi vous souhaitez le faire. Il y a un schéma assez connu qui s'appelle l'Ikigai, qu'on va voir tout à l'heure, qui vous permet de vous faire un petit point par rapport à ça. On peut le faire ensemble après.
Et enfin, l'apprentissage ludique permet aussi de développer des stratégies qui sont plus innovantes. Donc là, on parlait d'approche systémique et holistique. Donc holistique, en fait, c'est pas un terme mystique, hein. C'est avoir une vision globale dans son ensemble, euh, plus clarifiée, en fait, pour dépasser ce que vous connaissez déjà et aller dans le champ de la recherche et une vision, on va dire, qui va prendre en compte effectivement l'espace dans lequel vous êtes, les gens avec qui vous interagissez, voilà, votre alignement personnel. Et donc, vous allez développer des stratégies. Je donne un exemple concret. Moi, par exemple, avant, j'étais web designer dans une agence. J'ai développé ma propre stratégie en décidant de me mettre en indépendant, puisque je me suis aperçue que ce que je souhaitais faire n'existait pas dans le monde du travail. C'est-à-dire que quand je cherchais sur Pôle emploi, il n'y avait pas de métier de gamificatrice d'expérience indépendant qui proposait des opérations marketing, blablabla. C'est beaucoup trop précis. Donc, c'est une approche systémique que ce travail que j'ai dû faire en me disant, bon, bah, dans le système, il y a tel système qui fonctionne comme ça, comme ça. Moi, je peux me positionner là-dedans. J'ai une vision globale qui me permet, par rapport à ce que je fais, de proposer tel service. Voilà pourquoi j'ai les idées plus claires et que je vais dépasser ce que je connais déjà pour me positionner dans une nouvelle stratégie en fait professionnelle. Voilà pour un petit exemple, en tout cas pour ma part, mon exemple personnel. Là, j'ai deux petits chiffres en bas du diaporama. Donc, on a un plus 16%. Donc, ça veut dire qu'on a, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, on a de plus en plus d'indépendants qui proposent leurs services, qui se lancent. Et c'est aussi pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de 70% des jeux qui sont développés en France qui sont indépendants. On a de plus en plus de jeux en fait qui sont indés et qui se positionnent tout à fait sur le marché du jeu et qui concurrencent tout à fait à leur juste valeur de gros éditeurs parce que les gens, en fait, c'est au jeu qui s'intéressent, c'est pas à l'éditeur. C'est le jeu m'intéresse, je vais acheter ce jeu. J'achète pas forcément le jeu pour l'éditeur. Slide suivante, elle est un peu technique, mais je vais vous expliquer. Donc là, c'est un point qui est très important, c'est un peu le cœur du diapo, c'est l'apprentissage. Il existe plusieurs sortes d'apprentissage parce qu'il existe plusieurs profils d'apprenants. Là, il y en a 4 selon ce schéma, qui était un schéma qui est un petit peu connu dans le monde du management. On apprend les différents profils d'apprenants pour pouvoir aussi développer les différents profils de management pour pouvoir s'adapter à son apprenant, à son interlocuteur ou à ses équipes. Donc vous avez en haut à gauche le convergent, donc c'est les personnes qui sont très introverties. Si vous rencontrez quelqu'un qui est introverti, qui est dans l'analyse, la réflexion, qui aime en fait se poser un peu tranquille pour réfléchir lui-même, voilà, digérer les informations, etc. Vous avez un profil de convergent. Il va apprendre en pensant par lui-même, en faisant ses propres réflexions. D'accord. Après, vous avez toujours dans la catégorie des introvertis les personnes qui sont dans l'observation. Ils vont assimiler ce qu'ils observent. Ils vont écouter, rechercher du sens et comprendre des processus en écoutant ce qui se passe, mais sans forcément intervenir. Et après, sur l'alignement à droite, vous avez les personnes qui sont plutôt dans l'action ou bien dans la discussion. Ils vont apprendre en discutant, ils aiment s'amuser, jouer. Ils sont un peu extravertis, on va dire, ils vont diverger. C'est aussi les personnes qui ont une pensée fourmillante, je suis un petit peu comme ça. Et sinon, les personnes qui sont pas forcément dans la conversation, mais qui vont faire, ils vont agir. Ils vont pas parler, ils vont pas blablater, ils vont essayer de tenter des expériences, ils vont être dans le concret. Vous avez 4 types d'apprenants. C'est aussi pour ça que dans les écoles, on ne tient pas forcément compte de tous ces profils-là. Et on va la majorité, ça va plutôt être orienté pour les profils d'assimilateurs qui vont apprendre en observant une démonstration au tableau ou écouter le prof. Mais toutes les personnes qui aiment discuter, rigoler, qui apprennent justement grâce au lien social et qui apprennent en faisant, en touchant des choses, eh bien, ils vont être dans ces 12% d'étudiants qui vont ne pas se sentir à leur place dans ce type d'apprentissage scolaire et qui vont potentiellement ne pas mener à bout leurs études ou qui vont changer de voie plusieurs fois. Et au final, on va se retrouver avec presque 10% de personnes qui sont sans emploi ou qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, mais qui souhaitent pourtant travailler car ils ont un potentiel, mais ils ne l'ont pas développé pendant leur parcours scolaire. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec parfois du décrochage. En tout cas, dans les différentes manières d'apprentissage, peu importe quelle manière d'apprenant, quel type de profil d'apprenant vous êtes, vous avez besoin de répétition. Sauf que si on vous répète et qu'on vous rabâche des trucs dans un type d'apprentissage avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous allez être saoulé en fait. Vous allez dire, bah, vous avez beau me le répéter 10 fois, je ne le retiendrai pas. Ou parce que ça ne vous intéresse pas, ou parce que la manière dont on va vous apprendre la chose n'est pas adaptée. Donc, je donne un exemple. Là, on a des méthodes d'apprentissage qui ne seront pas neuroergonomiques. Si par exemple, vous jouez à un jeu en 2D,
ok, et que vous devez faire du spatial, bah, la 2D, c'est pas aussi poussé que si vous faites un jeu spatial en 3D. Pourquoi? Parce que les jeux en 3D vont augmenter la capacité de la mémoire de 12% de plus que les jeux en 2D. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez beau essayer d'apprendre des choses à quelqu'un, si le support ou la technique que vous utilisez pour apprendre votre contenu, elle n'est pas adaptée à la personne en face de vous, vous allez avoir du mal en fait à faire rentrer les informations dans la mémoire de la personne. Alors, on va passer à la slide suivante, qui est un cône, le cône de Dale. Alors, attention, le cône de Dale, hein, puis il y a des petites confusions avec ce cône de Dale, donc je vous explique ce que c'est. Alors, selon la légende, on va dire, on retient que voilà, X% de ce qu'on lit, X% de ce qu'on entend, X% de ce qu'on fait, sauf qu'en réalité, les chiffres, ils s'additionnent. C'est-à-dire que, mettons par exemple que vous allez écouter un cours, ok, en gros, vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. Si je vous le dis qu'une fois, vous allez retenir, allez, peut-être 5% de ce que j'ai dit. Mais si vous relisez le diaporama chez vous, après avoir écouté ce que je vous ai dit, et ben, vous allez potentiellement multiplier par 2 puisque vous allez avoir une première répétition. D'accord? Et puis, si finalement vous regardez un reportage qui reparle de ce que j'ai dit et de ce que vous avez lu, vous allez multiplier encore par 2 puisque c'est une troisième répétition, etc. etc. D'accord? Au bout d'un moment, vous allez arriver à 90% parce que vous allez répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et au bout d'un moment, 6 ou 7, 8 fois, eh bien, vous pouvez l'enseigner à quelqu'un d'autre puisque vous l'aurez tellement expérimenté de plusieurs manières différentes que vous pourrez potentiellement, je dis bien potentiellement, le réexpliquer par vous-même ou le démontrer de la manière que vous souhaitez en vous ayant réapproprié les informations. Là, on a aussi ce cône, il démontre aussi les différentes manières d'apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être de la discussion de groupe, à un moment donné, ça va être une démo, à un moment donné, ça va être un film à regarder, à un moment donné, ça va être l'expérience. Et en fait, ce cône, si vous faites les différentes manières auprès des étudiants, mettons que vous soyez prof ou manager et que vous apprenez à vos équipes une chose, si vous sollicitez tous ces supports différents et toutes ces manières d'apprendre différents, vous allez ratisser tous les profils d'apprenants différents. Celui qui fait, celui qui aime écouter, celui qui aime réfléchir, celui qui... Et donc, c'est une manière, en fait, de ratisser un peu toutes les aires du cerveau et de faire travailler tous les profils d'apprenants. Bon, là, je parle de manière très globale et je vais très vite, parce qu'on peut... Normalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais là, c'est de manière succincte les différentes manières que vous pouvez apprendre, en fait, auprès des autres. Alors, la slide suivante, donc c'est la slide numéro 9, c'était l'ikigai, hein, c'est le comment trouver du sens à ce qu'on fait. Et donc là, c'est plutôt pour la partie introversion, ce que vous souhaitez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont vous avez besoin. Donc, si vous prenez une feuille blanche et que vous dessinez les 4 ronds, que vous écrivez dans ces ronds, le rond du haut, tout ce que vous aimez dans la vie, le rond de droite, tout ce que vous pensez, ce dont vous pensez que le monde aurait besoin, à gauche, ce pourquoi vous êtes doué mais qui n'est pas forcément utile, juste ce pourquoi vous êtes doué en fait, et ce en bas, c'est pourquoi vous êtes payé. Si vous apercevez que tout ce que vous avez écrit, c'est à peu près la même chose, c'est que vous êtes totalement aligné. Mais en général, c'est jamais complètement le cas, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petites nuances. Et puis le travail à faire de cet alignement, c'est de rassembler un petit peu ces 4 ronds pour trouver un petit équilibre entre ce que vous aimez, la valeur de ce que vous faites, etc. À droite, c'est ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas. Et ce rond de droite, vous pouvez l'utiliser pour trouver des stratégies sur ce qui pourrait intéresser les autres ou ce qui ne vous intéresse pas. Mettons que vous vendiez un produit ou un service, vous ne pouvez pas lever les 9 leviers d'engagement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas motiver les gens sur les 9 potentialités. Vous en choisissez 3 ou 4, c'est déjà pas mal. Exemple, on prend par exemple Magic. Les joueurs qui jouent à Magic, ils sont motivés déjà parce qu'il y a le côté je gagne à un jeu. Donc il y a l'influence sociale parce que voilà, ils vont être sur le leaderboard. Mais vous pouvez aussi solliciter d'autres leviers d'engagement comme la compétence et la maîtrise, parce que les gens ils aiment apprendre, développer des stratégies, avoir plus de cartes, etc. Donc qui dit avoir plus de cartes dit possession. Puis après, Magic a décidé aussi de proposer plus de rareté. Donc il y a rareté et pénurie. Donc vous avez possession, rareté et pénurie, compétence et maîtrise, et puis éventuellement influence sociale, pour ceux qui font des tournois en tout cas. Donc ça commence à faire pas mal de leviers. Vous pouvez faire l'exercice sur plein d'autres jeux pour essayer de deviner comment est-ce qu'ils ont pu devenir, euh, on va dire, célèbres. Qu'est-ce qui plaît dans ces jeux-là? Qu'est-ce qui fait que en fait, ça a marché, ça a été un franc succès? C'est un cercle qui est assez utile par rapport à ça et qui permet de bien faire une petite expérience, en tout cas d'exercice. On va passer à la diapositive suivante.
qui est dans une... Ouais, parce que je donne des cours à la fac, en fait, à Créteil, et j'ai fait plein d'expériences avec des étudiants où, au lieu d'avoir des cours normaux, classiques, je leur ai fait faire des expériences ludiques qui ont été en 4 phases. Donc là, je m'adresse surtout aux managers ou aux profs dans la salle. Euh, Savoir l'expression du besoin de votre public. Parce que si tu arrives en fait devant des étudiants, tu les connais pas, tu sais pas ce qu'ils veulent faire, bah ça sert à rien entre guillemets de déblatérer des diapos juste pour respecter un programme scolaire, parce qu'au fait il y aura pas de résultat, parce qu'ils vont pas écouter ce qu'on a à dire, parce que ça les intéresse pas en fait. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant dans les classes, c'est bah en fait c'est quoi vos problèmes dans la vie, quoi. Est-ce que déjà vous savez ce que vous avez envie de faire? On va peut-être commencer par là, quoi. Phase 2, une fois que j'ai écouté un petit peu leurs besoins, voilà, délier les langues, créer la confiance, etc., je leur ai proposé de tester différents jeux de société et de me dire lesquels ils comprenaient pas, c'est-à-dire lesquels leur cerveau n'était pas à l'aise en fait, lesquels ils aimaient bien, et surtout pourquoi est-ce qu'ils aimaient bien, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient attirés par tel jeu et d'autres. Ça a permis de clarifier les profils d'apprenants. C'est grâce en fait aux préférences de jeu des étudiants que j'ai pu savoir qui était plutôt introverti, qui était qui préférait le langage verbal, voilà, les différents profils. Donc moi j'ai pu adapter ensuite mon cours en faisant des petits groupes, en mélangeant les équipes pour qu'ils puissent travailler les points de carence en fait. Ensuite, phase 3 pardon, c'était ce qu'on appelle une stratégie d'auto-organisation. Donc, grâce au système ludique, je leur ai dit, bon, bah écoutez, maintenant que vous vous connaissez bien, que vous savez, que vous connaissez votre profil d'apprenant, que vous connaissez entre guillemets, vos forces et vos points d'amélioration, on va essayer de faire un jeu ensemble qui va convenir un petit peu à tout le monde, et vous allez créer un jeu vous-même, mais un jeu d'apprentissage par vous et pour vous. Voilà, débrouillez-vous. Moi, je vous apporte des consultants selon les différents points de formation que vous voulez mettre en avant pour vous faciliter sur le contenu, mais j'ai envie que ce soit vous qui fassiez votre jeu. Et enfin, la dernière phase, bah, on a créé le jeu tous ensemble, et là, j'ai fait intervenir des professionnels du jeu et des professionnels de la formation, puisqu'ils ont décidé tous ensemble de faire un jeu sur comment parler en public. Donc, je suis venue j'ai fait intervenir David Robert pour les aider, bien évidemment, parce que c'était pas facile hein, de faire un jeu sur comment apprendre à parler en public si c'était leur besoin et si eux-mêmes n'étaient pas experts là-dedans. Voilà, qu'est-ce que photo? Donc, slide suivante, là, si vous voyez les photos. Donc, c'était les étudiants qui ont créé le jeu, en fait, accompagnés par les différents professionnels, pour pouvoir finalement auto-créer leur propre solution à leurs propres demandes, à leurs propres besoins et à leurs propres problèmes. Slide suivante, là c'était les différents moyens qu'on avait mis en avant pour trouver un titre pour le jeu. Donc on a fait un brainstorming sur un tableau. Finalement, on a détourné le matériel de bureau parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens financiers pour faire ce jeu, mais voilà, on a pris des feuilles, des post-it, voilà, tout le monde a ça chez soi, et les étudiants ont travaillé par petits groupes. Il y en a qui aimaient bien dessiner parce qu'on avait fait les profils d'apprenants avant, donc ceux qui aimaient bien dessiner, ils ont fait le design. Ceux qui aimaient bien discuter et papoter, eh ben, eux, ils travaillaient sur les différentes cartes à jouer avec les phrases à marquer dessus, les différents, euh, on va dire, éléments créatifs. Voilà. Et puis, ceux qui étaient dans l'introversion, qui étaient très analystes, eh ben, ils ont naturellement eu envie de créer les mécaniques de jeu et les règles du jeu. Au final, on était un vrai studio de prod. Voilà, une vraie mini boîte d'édition, quoi, sous forme étudiante. Et puis, on a sorti un super jeu. Euh, il y a eu aussi un partenariat avec des masters qui ont travaillé sur la faisabilité, sur les éléments plus techniques, notamment l'équilibrage du jeu, les choses un peu plus poussées. Donc, il y avait à la fois des licences 1 qui avaient 17 ans, hein, et à la fois des Master 2 qui avaient certains 30, 40 ans. Enfin, voilà, donc c'était au niveau des âges, ça se complétait bien, et on a sorti un jeu qui était plutôt pas mal. Cette slide, donc la slide suivante, vous voyez le jeu fini. Vous voyez qu'il est quand même pas mal, hein. Franchement, il n'a rien à envier aux jeux qu'on peut trouver dans le commerce, que ce soit en termes de design, de mécanique. Je vois qu'il est 13h29, donc j'ai pas le temps de vous montrer la vidéo. Mais c'était une vidéo qui démontrait un petit peu comment on joue au jeu, c'est quoi les règles du jeu et les retours un peu étudiants. Mais en gros, c'était un peu le jour et la nuit entre comment prendre la parole avant d'avoir joué à ce jeu et après. Pourquoi? Parce que sur ce jeu, au final, on se retrouvait avec quelque chose de vraiment complet. C'est-à-dire que sur la photo en bas à gauche, vous avez toutes les cartes d'introduction, comment introduire un discours. Ensuite, les cartes avec le cerclage rouge, ça va être comment lier deux idées ensemble, comment faire un enchaînement d'idées, quelles sont toutes les potentialités. Ensuite, les cartes cerclées en gris, c'était
quels sont les types d'arguments rationnels qui ne peuvent pas être réfutés, comment les amener dans un discours. Et ensuite, les cartes cerclées en rouge, c'était comment apporter un argument affectif pour donner plus d'humanité dans ce que vous dites, que ça ne fasse pas trop prof, instructeur, etc. Et puis ensuite, les cartes violettes, c'est les différents exemples qu'on peut donner, que ce soit un exemple historique, un exemple personnel, enfin, toutes les catégories d'exemples qui existent. Et puis après, sur la droite, vous avez la couleur du discours. Donc, selon si vous faites un discours neutre, plutôt inquiétant, plutôt amusant, plutôt émotionnel, selon le... Voilà, ça c'est plutôt c'est le côté un peu oratoire, rhétorique, oratoire... éloquence, pardon, c'est le discours, le type d'éloquence que vous souhaitez mettre. Et puis après, les différents profils d'orateurs, ça va être plus si votre personnalité naturelle, est-ce que vous êtes plutôt didacticien pédagogue, ou est-ce que vous aimez plutôt les discours un peu épiques, genre tribun, comme les hommes politiques par exemple, ou est-ce que vous êtes plutôt plus fantaisiste avec le côté conteur, vous aimez embarquer dans une histoire, voilà. Et puis côté instructeur, ça va être plus, voilà, vous préférez les instructions, un discours un peu neutre, et peut-être légèrement autoritaire. Si par exemple, si vous travaillez dans les forces de l'ordre, bah, là, les profils vont souvent être instructeurs. Hein. On va pas envoyer une brigade d'intervention avec un profil de compteur, quoi. Et donc, c'est à vous voilà, de choisir en fonction de ce que vous faites, de vous exercer à cela pour déjà avoir conscience qu'il existe toutes ces techniques et aussi avoir conscience que bah, finalement, vous n'êtes pas obligé de trahir votre personnalité pour avoir un bon discours. Donc ce jeu était très complet et c'était pour donner un petit peu l'exemple de comment travailler en équipe avec des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles dès le départ, mais quand on monte une équipe avec plusieurs profils différents et que tout le monde y met du sien, on arrive à avoir un bon produit fini et tout ça pour dire que finalement la conclusion de mon intervention, c'est tout le monde peut trouver la solution à son problème. Il suffit de ne pas rester seul dans son coin et puis parler un peu de nos besoins. Et puis à la fin, tout le monde apporte sa petite idée, sa pierre à l'édifice. Et puis on finit par trouver tous ensemble une solution.